Première machine chinoise de fabrication de briques lunaires, essai moteur du Starship numéro 37, ULA a un nouveau pas de lancement, catastrophe pour la fusée australienne, et enfin les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. La Chine a développé avec succès une machine capable de fabriquer des briques à partir de sol lunaire pour la construction sur la Lune. Cette machine utilise un réflecteur parabolique pour concentrer l'énergie solaire à plus de 1300 degrés Celsius, ce qui fait fondre le sol lunaire. Les briques produites, composées à 100% de sol lunaire sans additifs, sont très résistantes et denses et pourraient servir à la construction de maisons ou d'infrastructures sur la Lune. Cependant, un ingénieur du projet, Yang Honglung, a précisé que ces briques ne peuvent pas, à elles seules, former une structure habitable en raison des conditions extrêmes sur la Lune. La stratégie future est donc de combiner ces briques avec d'autres méthodes de construction, comme des cabines rigides et des robots pour former un système de construction lunaire complet. Le projet se déroulera en 3 étapes, de la recherche à la vérification en conditions réelles pour atteindre cet objectif. À Starbase maintenant, le Starship numéro 38, celui qui devrait voler d'ici 2 essais en vol, le numéro 11, a quitté la Méga B pour rejoindre le site de Massey pour effectuer un test cryogénique pour tester l'étanchéité des réservoirs. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'il manque pas mal de tuiles de protection thermique et c'est volé. Le Starship numéro 37, celui mené à remplacer le Starship 36, qui vient d'exploser durant un essai moteur statique à Massey, vient de recevoir ses volets et a même quitté la Méga B également pour rejoindre la tour Mekasila numéro 1. Il a effectué ensuite un essai moteur statique, ce qui clôt la longue liste de tests à faire avant l'essai en vol numéro 10 prochainement. D'ailleurs, le Starship numéro 37 a pas mal de tuiles de protection thermique manquantes également. Il y a encore du boulot à faire avant de pouvoir voler. Pendant ce temps-là, le pas de lancement numéro 2 continue son installation. On voit quelques progrès, mais là encore, c'est un travail de longue haleine. ULA vient de finir son nouveau site de lancement numéro 3 à la base des forces spatiales de Vandenberg en Californie, pour lancer sa nouvelle fusée, le Vulcan Centaur. Voilà un nouveau site de lancement qui se prépare pour un prochain vol de Vulcan Centaur. La fusée Eris 1 est un lanceur orbital développé par la société spatiale australienne Gilmour Space Technologies. Elle représente une étape majeure pour l'industrie spatiale australienne, étant la première fusée orbitale conçue et fabriquée en Australie. Eris 1 est un lanceur léger conçu pour transporter de petits satellites de 305 kg en orbite terrestre basse. Elle mesure entre 23 et 25 mètres de hauteur et pèse environ 30 tonnes. Elle a 3 étages et utilise une technologie de propulsion hybride innovante étant un carburant solide et un oxydant liquide, ce qui est considéré comme plus sûr et potentiellement plus simple que les moteurs à propergol liquide pur ou solide pur. Gilmour a tenté de la lancer depuis plus de 8 mois maintenant. Ce retard était dû à la lenteur administrative australienne de certification, puis à des causes de la météorologie, puis un problème sur le système de support au sol, et enfin un problème avec sa coiffe qui s'est fait la malle juste avant le décollage. Mais le 29 juillet, Gilmour a finalement pu décoller depuis son site de lancement Bowen Orbital Spaceport dans le Queensland en Australie. Malheureusement, ce premier vol d'essai n'a pas atteint l'orbite. La fusée a décollé et volé pendant environ 14 secondes et est retombée dans la zone de sécurité près du pas de lancement. Les moteurs hybrides se sont allumés, mais la fusée n'a pas développé une poussée suffisante pour maintenir son ascension et a commencé à dériver latéralement avant de s'écraser. Sa charge utile était une boîte de Vegemite, qui est de la pâtée pour chien que certains Australiens mangent, mais au moins a bien été réchauffée. Le 25 juillet, Roscosmos a lancé sa Soyouz 2.1B avec l'étage supérieur Frégate M depuis la Russie pour sa mission Ionosphera M3 et 4, 2 satellites de surveillance de la météorologie spatiale conçus pour étudier l'ionosphère et la magnétosphère terrestre.
Le 26 juillet, Arianespace a lancé une Vega C depuis la Guyane française pour sa mission CO3D et Microcarb. CO3D est dédié d'ailleurs à la création d'une carte 3D très détaillée et précise de la surface de la Terre à l'échelle mondiale. Quant à Microcarb, c'est un petit satellite dédié à la surveillance du dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre. C'est la première mission européenne spécifiquement conçue à cette fin. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink groupe 1026. Le premier étage a volé pour la 22e fois et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Le 27 juillet, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink groupe 17-2. Le premier étage a volé pour la 19e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le même jour, CASC a lancé sa Long March 6A depuis la Chine pour sa mission SatNet Leo Group 5, le 5e groupe de satellites lancé pour la constellation chinoise d'Internet par satellite en orbite basse, connu sous le nom de Guowang. Le 29 juillet, iSpace a lancé son Hyperbola 1 depuis la Chine pour sa mission Kupang 3, un satellite commercial d'observation de la Terre. Cela représente un retour au vol pour Hyperbola 1 après un échec en juillet 2024. Et c'était également le vol inaugural d'une version améliorée de cette fusée. Le même jour, Gilmour a lancé sa fusée Eris 1 depuis l'Australie pour son vol inaugural avec la charge utile, un bocal de pâté pour chien pour nos amis australiens. Le vol a été retardé plusieurs fois et le vol s'est voué à un échec comme mentionné au début de cet épisode. Le 30 juillet, c'est au tour de SpaceX qui a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour la mission Starlink Group 10-29. Le premier étage a volé pour la 26e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Le même jour, CASC a lancé une Long March 8A depuis la Chine pour sa mission SatNet Leo Group 6, un autre lot pour la constellation chinoise d'Internet par satellite. Un peu plus tard, c'est au tour d'ISRO de lancer sa GSLV Mark II depuis l'Inde pour sa mission NISAR, un satellite d'observation de la Terre de pointe construit en collaboration avec la NASA. Le 31 juillet, c'est au tour d'X-Space de lancer sa Kaizu 1A depuis la Chine pour sa mission PRSC-S1, un satellite d'observation de la Terre développé par l'Agence spatiale nationale du Pakistan en collaboration avec la Chine. Et enfin, le dernier lancement de la journée et même de la semaine était celui de SpaceX avec une autre Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 13-4. C'était le 27e vol du premier étage qui a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. En résumé, du 1er janvier au 31 juillet 2025, 165 fusées ont été lancées avec succès. Donc sur ce total, 108 provenaient d'une entreprise américaine, 41 de Chine, 9 de Russie, 3 d'Europe, 2 de l'Inde et malheureusement aucune d'Australie après leur premier échec, mais c'est juste une question de temps. Je vous quitte cette semaine avec une image prise par le télescope spatial Hubble de la galaxie spirale NGC 1309, située à environ 100 millions d'années-lumière de nous, dans la constellation d'Éridan. Cette photo spectaculaire met en lumière les étoiles bleues de la galaxie, ses bras poussiéreux et son centre lumineux, ainsi que de nombreuses galaxies d'arrière-plan lointaines. La galaxie présente un intérêt scientifique particulier car elle a été le théâtre de 2 supernovas atypiques. Donc, la première, SN 2002 FK, était une supernova de type IA, classique, résultant de l'exposition complète d'une naine blanche. Et la seconde, SN 2012Z, était une rare supernova de type IAX, moins lumineuse et qui n'a pas totalement détruit sa naine blanche. Au lieu de cela, elle a laissé derrière elle une étoile zombie qui est devenue encore plus brillante après l'explosion. Grâce à plusieurs années d'observation du télescope Hubble, les scientifiques ont pu identifier la naine blanche qui a créé la supernova SN 2012Z sur des images prises avant l'événement, ce qui constitue une première scientifique. Donc, merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.